Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Bordeaux TV dans le cadre de notre émission politique spéciale municipale 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Poutou, candidat au second tour sur la liste Bordeaux en lutte. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Comment ça s'est passé ce confinement? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période? Le confinement, c'était évidemment très particulier. Ça s'est passé de manière brutale. Donc, il y a eu quelques jours, là, je parle au nom de l'équipe, parce qu'on a été très perturbés. Pendant quelques jours, on ne se parlait pas. Et puis, il a fallu à peu près une dizaine de jours pour qu'on relance le travail, les réunions. Et puis, surtout, on a eu aussi des camarades directement impliqués dans les maraudes, dans le soutien aux squats, aux sans-abri, l'aide alimentaire, l'aide aussi au niveau de l'hygiène. Donc, du coup, on a été très rapidement impliqués là-dedans. Et puis, très aussi choqué par tout ce qui se passait, parce qu'on a eu des inquiétudes sur une éventuelle crise de famine. Enfin, vous voyez, ça se discutait aussi, donc on a eu un peu peur de ça. Donc on est rentré dans le bain, mais dans une ambiance très, très difficile, quoi, évidemment. C'est vraiment compliqué. Vous étiez dernièrement avec le personnel hospitalier aussi, que vous soutenez, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez un peu de la situation aujourd'hui là-dessus? De toute façon, la crise sanitaire, à notre avis, elle a révélé justement à quel point la société était profondément injuste, inadaptée pour répondre aux besoins des populations. Et, donc, du coup, là, oui, la mobilisation du personnel soignant est très importante, puisqu'elle permet de rappeler à la fois l'importance, évidemment, déjà des salaires qui soient au moins corrects pour ce personnel-là, des conditions de travail, et puis au-delà de ça, c'est la question d'un service public de santé, la question des services hospitaliers, où on a bien vu que les logiques de marchandisation pendant des tas d'années n'ont fait que fragiliser et même démanteler, détruire ce système-là, qui est même plus capable de faire face à une épidémie. Donc il y a une urgence à ce que la société se retourne vers la population et qu'on finance tout ce qui est service public, tout ce qui peut permettre finalement à la population d'avoir accès à des besoins fondamentaux, mais un accès gratuit. Et donc voilà, il y a la question de la santé, il y a la question du logement, la question des transports, en fait toutes les questions, y compris même la culture. Donc du coup, ce qu'on avait dit au premier tour, l'importance de structures publiques qui répondent aux besoins de la population, on pense que cette crise sanitaire, elle a révélé. Voilà, et donc du coup maintenant, c'est comment on peut avoir une politique sociale, une priorité qui soit fixée. Et donc on fait un deuxième tour sur ces questions-là. D'accord. Ça touche plus le plan national aussi, local évidemment, mais aussi national. Il y a un lien, de toute façon, effectivement, on entend bien du côté de la liste soi-disant de gauche à Bordeaux, comme quoi nous on serait du national et on ne s'occuperait pas du local. Mais en fait, les questions nationales sont des questions locales. La question du logement, la question de la précarité, la question de la souffrance sociale, la question de la culture, même. Enfin, tout ça, c'est des problèmes de toute façon locaux et qui sont en lien avec les politiques nationales, avec les moyens qui sont donnés, parce qu'on sait très bien que les pouvoirs d'une mairie sont de toute façon encadrés par des lois, et donc du coup il y a toujours un aller-retour entre ou le national, ou le régional, le départemental. Donc voilà, mais c'est surtout qu'il faut qu'on fasse de la politique. C'est que si on veut discuter d'une gestion d'une ville comme Bordeaux, si on veut discuter de changer les choses, si on veut discuter de comment on peut orienter un budget vers la satisfaction des besoins sociaux, c'est forcément faire de la politique, parce qu'il y a une confrontation. Si ces choix n'ont pas été faits là jusqu'à présent, c'est parce qu'il y en a qui se gardaient l'argent pour eux, pour leur camp social, et nous on veut discuter d'un partage des richesses. Et donc du coup oui, c'est une question politique qui est posée. La dernière fois, on s'est vu ici sur le plateau, on avait fait une estimation un petit peu du résultat. Vous êtes à 11%, vous êtes fier, pas plus de 11%, vous êtes fier de ça? À quoi c'est dû à votre avis? Oui, on était très fiers. Enfin, c'est peut-être un peu con de dire ça comme ça, mais on était très, très contents parce qu'on est plutôt habitué à des petits scores. Enfin, moi, personnellement, je suis habitué à des très petits scores. 2-3%. Mais là, on avait construit une équipe. On savait que déjà, ce serait un peu mieux, on serait un peu plus visible, parce que c'est vrai qu'on a regroupé déjà deux équipes militantes, celle de LFI et celle du NPA. Mais au-delà de ces deux équipes militantes, on s'est entouré de militants associatifs, de militants syndicalistes, de différents collectifs, Gilets jaunes, gilets jaunes, qui sont complètement impliqués dans les combats sociaux de ces derniers temps. Et on s'est côtoyé largement dans les manifestations. Donc du coup, il y avait une dynamique qui n'est pas juste celle de l'équipe qu'on a construite, mais qui était celle du climat social, où on sent que les gens relèvent un peu plus la tête, où il y a envie d'en découdre, de se faire respecter. Donc dans ce climat-là, on savait que déjà, on se ferait plus entendre, et on avait des sondages qui étaient plutôt encourageants. Mais là où on était très content, c'est que le résultat, il a confirmé tout ça, et il nous met en deuxième tour. Et pour une fois, il y a une chose, c'est le côté historique finalement pour nous ici, c'est qu'on n'a pas juste deux choix, enfin un choix à la con entre une droite libérale et une gauche libérale, c'est qu'on peut aussi dire voilà, on peut défendre, enfin voter pour nous, voter pour nos idées, pour notre camp social, pour notre colère. Et là, ce qu'on disait au premier tour, c'était faire entendre la colère sociale. Là maintenant, ce qu'on voudrait dire, c'est faire rentrer cette colère-là dans le Parlement bordelais, et après avoir les années derrière pour travailler et puis pour essayer de changer les choses. La dernière fois, quand on s'est vu notre interview, justement, vous nous avez dit, je vous cite, notre objectif, entre autres, est de déboulonner la droite à Bordeaux. Vous pensez que vous allez y arriver, là?
C'est compliqué évidemment parce qu'on raisonne toujours d'un point de vue arithmétique, c'est-à-dire qu'en fait, vu en plus l'alliance des deux droites qui se sont bien retrouvées, qui se font des sourires maintenant, les met en posture évidemment de favoris, et derrière les socialos et les écolos en posture un peu à la traîne, quoi. Et donc du coup, comme beaucoup de gens d'ailleurs, et c'est vrai que c'est un problème politique qui est posé à Bordeaux, c'est qu'il y a cette envie de débarquer la droite. Ça fait 70 ans et plus qu'il y a la droite au pouvoir, et donc on se dit il faudrait que ça change. Mais sauf que changer pourquoi, avec qui, et nous on est le troisième larron. Et nous ce qu'on dit c'est que en fait ce qui compte c'est pas juste changer un bonhomme, pas juste une étiquette, c'est qu'en fait il faudrait débarquer les politiques antilibérales, les politiques libérales, les politiques antisociales. Et ça veut dire que nous on pense qu'il faut poser le problème de qu'est-ce que ça voudrait dire une gauche, une vraie gauche, une gauche de combat, une gauche sociale. Et c'est pour ça que nous on discute pas tant gauche-droite, même si évidemment ça a un sens, mais nous on discute de camp social, c'est-à-dire qu'on du coup on discute d'un Bordeaux bourgeois, d'un Bordeaux qui était d'un pouvoir politique entre les mains des plus riches, et nous on veut discuter d'un Bordeaux populaire, de ces milieux sociaux qui sont défavorisés, qui vivent dans des quartiers qui sont pas traités de la même manière que le centre-ville de Bordeaux. Voilà, comment faire en passer cette dignité-là, et ce côté, il faut que ça change, mais pour que ça change, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que ce soit la population qui soit en mesure de décider aussi pour elle. Alors, vous êtes maintenu donc sur ce deuxième tour, comme on le voit bien évidemment. Est-ce que ça favorise pas la liste de Nicolas Florian, ça, par exemple? C'est ce qu'on nous dit, et c'est vrai qu'encore une fois, arithmétiquement, on pourrait dire, et effectivement, d'ailleurs, on le voit du côté de la droite, il y en a qui disent c'est une bonne aubaine, parce que voilà, mais le problème qui est posé au-delà de ça, parce que c'est vrai que du coup, on le sent bien dans les déclarations d'Urmic, où tout le mépris de ces gens-là, finalement, où nous, on serait bon juste à disparaître. En fait, voilà, on a fait un premier tour, mais maintenant, tout le monde, il y en a qui pensent de ce côté-là que, voilà, comme on a le moins de chance que les autres, il faudrait qu'on disparaisse. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça pose un problème démocratique. C'est qu'en fait, l'élection municipale, ce qu'elle pourrait, là où ce serait le mieux, c'est qu'en fait, il y a un premier tour, un seul tour, en fait, où les gens soient, où le Parlement bordelais soit finalement représentatif à la proportionnelle, que tous ceux qui. Et là, après, il y aurait une discussion sur qui gère la ville, enfin, en fonction des rapports de force. Proportionnelle à 11%, enfin, ça représente pas beaucoup de. Non, mais une proportionnelle où dès qu'on fait 1 ou 2%, enfin, je crois que c'est parce qu'il y a 65 conseillers municipaux, donc en fait, à partir de 2%, on a un représentant. Enfin, ce serait normal qu'en fait, la population, elle soit représentée dans sa diversité. Et là, on n'aurait pas ce problème de deuxième tour. Et le problème du deuxième tour, effectivement, il y a une pression qui est mise sur nous, en fait. Voilà. Parce que il y a un match classique, en fait. Voilà, il y a les cadors, la droite et la gauche libérale. Et puis ces deux cadors-là, ils sont censés se rencontrer en finale. Bon, là, contrairement au foot, il y aura une finale à 3. Et cette finale à 3, on va la jouer jusqu'au bout, parce qu'en fait, on représente vraiment à la fois un autre programme, une autre idéologie, et en même temps un autre camp social. Et il faut qu'on existe, et il y en a marre de se faire avoir par ces soi-disant de gauche, qui sont de gauche que pendant une campagne électorale, et après ils oublient tout, puis après on s'aperçoit que rien ne change. On a une expérience quand même énorme. On a Hollande récemment, on a même un PS qui est soi-disant, une région qui est soi-disant PS, mais où on voit que c'est la gauche. Donc voilà, nous on a envie de dire que il faut à un moment donné qu'on prenne nos affaires en main, et nous on essaie de représenter ça. Vous n'êtes pas un radical de gauche, vous êtes un gauche radical. On peut dire ça, gauche, après anticapitaliste, radical. Oui, parce que c'est le vote utile après. Alors, est-ce que les gens vont se dire, faut voter utile? Est-ce qu'ils vont dire, bon, voilà, on vote pas Poutou, on va voter Urmic? Parce que vous avez quand même des sensibilités avec Urmic. On vous voit dans les mêmes manifs. Souvent, pas avec Urmic, mais avec des militants d'Urmic, tout à fait. C'est Urmic, on le voit jamais en manif, mais par contre, effectivement, on a des relations, des bonnes relations avec évidemment des militants écolos, même y compris des militants qui sont dans des partis qui sont avec Urmic. Donc de ce point de vue-là, on l'assume. On se côtoie, notamment bientôt. Il y a un rassemblement suite au procès en appel des décrocheurs de portraits. Là, on va se retrouver avec des militants qui sont avec Urmic. Donc vous avez raison. Il y a une pression du vote utile, et on sait qu'on peut en être victime. On sait que si vous faites repasser et on sait que jusqu'au dernier moment, il y a des gens qui vont hésiter, qui vont se dire c'est nous qui avons raison sur pas mal de choses, mais tactiquement, il vaudrait mieux quand même essayer de faire perdre Florian et sa clique. Et donc du coup, on sait qu'on peut en être victime, mais en même temps, on essaie nous de convaincre que ça c'est un truc, on est toujours paumard. Vous voulez exister. Dans le vote utile, on perd toujours. On l'a vu avec Hollande il y a quelques années, on l'a vu avec Macron-Le Pen. Il fallait voter Macron pour empêcher Le Pen, et finalement on a un gouvernement très brutal, répression, il attaque de partout, donc du coup on se dit à un moment donné il va bien falloir voter pour nous, et c'est ce qu'on essaie de convaincre, mais c'est vrai que c'est pas gagné. En tout cas on mène la bataille, et l'idée enfin nous on trouve que c'est légitime, on est là, il n'y a pas de raison de disparaître. Vous vous profilez pour les élections
présidentielle, j'imagine. Mais sans non, pas du tout en plus. On nous le dit à chaque fois, mais là, on est dans notre truc. Et parce qu'en plus, on aimerait bien, évidemment, on sait qu'il y a des échéances nationales. Mais c'est là où vous voyez que finalement, tout le monde pense aux échéances nationales parce que forcément, le local est lié à tout le reste. Et non, mais on pense vraiment, nous, on aimerait bien, sur Bordeaux, on aimerait bien qu'on ait une équipe qui soit élue, qui fasse un boulot militant, qui bouscule tout ça et qui en plus s'appuie sur les mobilisations populaires, parce que nous, notre force, ça sera peut-être celle-là. On ne sera pas que 3 ou 4 élus. Derrière, on aura un milieu associatif, un milieu syndicaliste. On essaiera de se mobiliser pour des... Donc collectif, vous jouez collectif. Voilà, on veut construire une ambiance militante, on veut construire une équipe, on veut construire une bataille sur Bordeaux, et ça va être important, on en a besoin. Donc on est vraiment là-dessus. Après, on verra le lien, parce qu'avant les présidentielles, il y a les élections départementales et régionales. Donc on verra comment tout ça se construit. Mais dans l'immédiat, on a ce boulot-là de l'agglo bordelaise, parce qu'on a une camarade qui s'appelle Marie, qui est élue à Blanquefort, une liste Blanquefort en lutte. On va essayer de bosser avec. On a d'autres militants élus dans d'autres villes. On va voir comment on peut bosser ensemble et essayer de faire en sorte que dans la métropole aussi, il y ait une voix de colère et puis quelque chose qui bouscule et qui mette en avant l'intérêt social de la majorité de la population. C'est quoi les urgences à Bordeaux aujourd'hui? Il y en a plusieurs. Alors, on va parler sur quatre points particuliers. On va parler du logement déjà, parce que c'est important pour vous et pour tout le monde, et bien entendu toutes les personnes qui n'ont pas de logement et qui en souhaiteraient. Comment vous voyez ça, vous? Ah ouais, nous, il y a urgence évidemment du logement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la réquisition des logements vacants. Pour nous, c'est fondamental. C'est des mesures même immédiates. Alors après, il y a les discussions sur est-ce que le maire a le pouvoir d'eux, est-ce que c'est pas le préfet qui a le pouvoir d'eux. Les deux ont le pouvoir de faire ça. Mais il faut absolument que les mairies et Bordeaux Agglo se positionnent là-dessus. Il faut, parce qu'en fait, on l'a bien vu avec justement la crise sanitaire, c'est qu'il y a des milliers de gens qui sont sans abri. On peut parler des migrants, mais on peut parler aussi de tas de ressortissants français qui n'ont pas de quoi se loger. Et c'est dramatique. Ils sont mis en danger. Ils sont pas à l'abri à tout point de vue. Donc du coup, il y a une urgence et ça paraît vital et ça paraît logique que la première des mesures, ce soit justement de donner les moyens à que cette population-là soit logée. Donc oui, c'est la réquisition des logements. Après, ça suffit pas. Il y a la question des loyers qu'il faudrait bloquer. Il y a la question des logements insalubres, donc la rénovation des logements. Il y a plein de choses autour. Mais là, quand on écoute les deux autres candidats, ça parle quasiment jamais de ça. La souffrance sociale, elle n'existe pas quand on les entend parler. Donc nous, il faudrait qu'on la fasse entendre, mais pour que derrière, ça change. Donc il y a le logement, il y a la santé. La santé, pour nous, c'est fondamental. Donc évidemment, on sait que l'hôpital, ça dépend plutôt de l'ARS, ça dépend de décisions nationales. Mais nous, on défend l'idée de dispensaires de santé dans les quartiers. On pense qu'aujourd'hui, il faut mettre à disposition une sorte d'accessibilité à tout un milieu très précaire, un milieu qui est en difficulté financière. Et quand on est en difficulté financière, qu'est-ce qui est sacrifié? Souvent, c'est la santé. On mange le peu qu'on a, on mange, et puis le reste, on ne fait pas. Donc du coup, c'est aussi fondamental qu'il y ait cette structure de santé publique qui se mette en place, qui se développe. Et puis, il y a la question des transports. Nous, on défend la gratuité des transports. C'est une réponse à la fois sociale, mais écologiste. Il faut sortir du tout voiture. Il faut donner les moyens à ce que, justement, on puisse plus avoir besoin de la voiture. Il faut du transport accessible à tout le monde, parce qu'on en a besoin pour travailler, parce qu'on en a besoin pour aller se cultiver. Donc, du coup, c'est aussi fondamental. Mais je finirai juste sur un truc un peu global. On parle beaucoup de services publics, donc y compris services publics de culture qui puissent rendre la culture accessible à tous. Mais le fond du problème, à notre avis, c'est, et on voit la limite de la démocratie actuelle, c'est que même si on a 3-4 élus, on sait que d'un point de vue arithmétique, on changera quoi? On sera minoritaire sur des voix, sur des votes. Mais par contre, ce qui peut être important, c'est comment la population elle-même, elle a les moyens de se retrouver, de discuter, de débattre et de faire des choix et de décider. Vous parlez de comité de quartier. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de conseil de quartier ou de comité de quartier. On pense qu'il faut mettre en place des structures qui permettent de concrétiser une démocratie directe où la population, elle vote, mais plus que voter, parce qu'on là, on vote tous les 6 ans, mais c'est complètement insuffisant. Donc il faudrait avoir les moyens de voter sur des grands projets, sur des grandes décisions. Et au quotidien, il faut que la population dans les quartiers, elle ait les moyens d'elle-même aménager son propre territoire. Et ça peut être un espace vert, ça peut être un logement vide, comment on le réoccupe, à quoi il sert, comment on crée des lieux de vie, enfin toutes les réponses. Et ça, c'est fondamental. Il faut que la population elle ait les moyens de décider. Et nous, on pense que c'est peut-être même la première des urgences, c'est de mettre en place des structures qui disent ça. Voilà, la population peut décider et elle va décider de sa vie. D'accord. Bon, vous parlez aussi de dispensaires, de choses comme ça, enfin beaucoup de choses autour de la santé, autour effectivement de l'entraide, la solidarité, tout ça, c'est quelque chose qui est très important. Vous ne parlez pas du tout d'entreprise, par contre, des commerçants, des artisans, ce sont eux aussi qui financent, parce que le budget de la mairie de Bordeaux, c'est 530 millions, grosso modo. Aujourd'hui, il faut bien trouver l'argent pour financer tout ça. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous dites à toutes ces populations aussi, qui sont des gens qui travaillent tous les jours, qui sont des bosseurs, qui en bavent, on l'a vu là, les commerçants, les restaurateurs, etc. On a l'impression qu'ils ne sont pas impliqués dans votre réflexion. Je me trompe ou pas là-dessus? On a des restaurateurs dans la liste et autour de nous, et on a des petits commerçants qui sont en soutien de ce qu'on fait. Si
si, justement, c'est vrai que dans ce qu'on a l'habitude de dire, ça n'apparaît pas comme Ben ça. non. Mais effectivement, pas d'entreprise, d'entrepreneuriat, enfin, d'initiative. Nous, on est justement sur cette question-là. En fait, on est pour les petits, grosso modo, parce qu'on discute en général du monde salariat, parce que c'est vrai que c'est ceux qui sont victimes de la crise et dans des rapports souvent très difficiles avec le patronat. Moi, je suis d'ailleurs, malheureusement, je suis chômeur depuis mars, viré par vous avez été licencié par Ford. Donc du coup, même quand on a un boulot et que ça se passe bien, eh ben, on peut être débarqué du jour au lendemain. Vous vivez de quoi, vous vivez de quoi? Vous êtes au chômage en fait? Là, ouais, chômage. En fait, là, je suis dans un cabinet de reclassement avant de rentrer dans le chômage. Donc là, pour l'instant, il n'y a même pas d'emploi parce que tout est gelé. Donc du coup, on est des chômeurs sans vrai. Et encore, moi, je suis pas dans une situation dramatique. Je viens d'être licencié. J'ai encore un revenu du coup de Ford. Oui, bien sûr. Mais il y a justement tous ceux qui étaient en chômage longue durée ou ceux qui sont en précarité. Voilà la catastrophe que c'est. Qu'est-ce que vous leur dites à vos collègues là, pour l'instant de Ford, là, que vous n'avez pas vu depuis un moment? Enfin, si vous devez les suivre, ils vous suivent. Qu'est-ce que vous leur dites là aujourd'hui? Un petit bonjour déjà, mais on a encore des réunions, on a encore des contacts avec quelques-uns d'entre nous. Mais pour revenir aux petits commerçants ou aux petits artisans, nous on est entièrement d'accord avec ça. C'est qu'en fait, nous on pense qu'il faudrait justement privilégier tout ce qui est petit, quoi, petit artisan, petit commerçant, et contre les grandes surfaces, contre le gros commerce, contre les grosses entreprises. Et donc c'est effectivement, mais c'est le même problème finalement. C'est comment une mairie s'oriente vraiment, mais sincèrement, et puis qu'elle donne les moyens à ce que justement tous ces petits commerces, toutes ces petites entreprises puissent exister à l'opposé des grosses. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? L'exemple de Ford, il est parlant. Ford a reçu des dizaines de millions d'euros, y compris de Bordeaux Métropole, de la région, du département, de la ville de Bordeaux, de la ville de Blanquefort. Ford avait signé un accord en échange de cet argent-là, en disant je maintiens l'emploi, je maintiens l'usine. Et pas Ford, avant la fin du contrat, se barre et aucune des collectivités territoriales n'a attaqué Ford en justice, alors que Ford a été condamné. Mais pourquoi ils les ont pas attaqués? C'est ça qu'il faudrait leur demander. Ils disent c'est compliqué. C'est compliqué, sauf qu'ils sont pas capables de se confronter à des multinationales. Et c'est là où on voit que cet argent-là, plutôt que de le filer à des multinationales dont on sait à l'avance qu'elles vont tricher, elles ont toujours triché. Et cet argent-là, il devrait permettre justement un développement de l'activité économique. Mais nous, on parle de l'activité économique d'un point de vue aussi public, c'est-à-dire qu'on pense que plus on développe des services publics, plus la mairie recrute dans les écoles et pas dans la police, contrairement à ce que dit Hormick, dans les écoles, dans les centres d'animation, un peu tout ce qui peut être social. Plus il y a des services publics, les dispensaires de santé, même si on remunicipalise les transports, la régie de l'eau, là on peut avoir un recrutement bien payé, enfin normalement payé, et là on pourrait favoriser une activité économique. Parce que l'activité économique, elle passe aussi par ces services publics développés, parce que ça peut être la culture, ça peut être des tas de choses. Donc c'est pour ça que c'est pas juste le privé. On est pour évidemment que le petit marchand de journaux, que le petit commerçant du coin ou le petit artisan il puisse vivre de son travail dans la ville. Mais à côté de ça, il faut développer des services publics. Et puis voilà. Donc mais c'est vrai qu'on est dans cette sorte d'opposition là. Comment le petit peut se défendre par rapport au gros, y compris même par rapport aux banques, parce qu'on peut parler des petits artisans, des petits commerçants qui sont écrasés par les banques, par les prêts bancaires, qui sont endettés. Et donc du coup, ça pose aussi le problème de comment on peut protéger le petit par rapport à la rapacité des banques et tout simplement par rapport à la rapacité des gros capitalistes. Il y a eu des aides qui ont été mises en place très rapidement. Il y a des aides qui ont été mises par le gouvernement en place. Elles touchent du national, mais aussi du régional. Vous en pensez quoi? Les prêts aidés par l'État, les exonérations de charges, le chômage partiel, tout ça fait partie pourtant aussi de ce que vous insuffleriez si vous étiez aux commandes, entre guillemets. Ouais, mais le chômage partiel, c'est évidemment en situation d'urgence, c'est évidemment on est pour, parce que ça permet aux salariés d'avoir un revenu. Mais enfin, dans une petite entreprise, ça paraît normal que justement la puissance publique, elle vienne là, parce qu'on s'en rend bien compte. Un petit restaurateur ou un petit artisan, il n'a pas la capacité, s'il n'y a plus d'activité, il ne peut pas rémunérer ses salariés. Donc là, on voit bien l'importance justement du public dans ces cas-là et de l'intervention du public. Encore faut-il après s'assurer que cet argent-là, il est bien utilisé, parce qu'on a vu les abus du chômage partiel et tout ça apparemment. Donc ça, on est d'accord. Mais après la question vous parlez de charges sociales, nous on discute de cotisations sociales. L'exonération des cotisations sociales, c'est forcément pas bon, parce que du coup, on donne quelque part, mais on reprend quelque part. Et au moment où les hôpitaux n'ont plus de moyens, si on supprime des cotisations sociales qui alimentent la caisse de sécurité sociale et qui permettent de faire fonctionner les hôpitaux et la santé, là ça colle pas. Donc du coup, ça pose le problème effectivement de l'argent public, à quoi il sert, et tout simplement aussi, plutôt que de donner de l'argent toujours, par exemple, à fond perdu au privé, il faudrait à un moment donné rediscuter de comment on resocialise, comment on refait les services publics, comment en fait la puissance publique elle se redote d'outils qui permettent de répondre aux problèmes urgents de la population. Et c'est santé, logement, transport, culture. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faudrait discuter de plus près. Rapidement, l'écologie, alors ça n'appartient pas qu'aux écolos, ça vous appartient, enfin ça appartient à tous les gens qui pensent bien pour la planète, et c'est votre cas. Sur Bordeaux par exemple, qu'est-ce que vous
pourriez faire, par exemple, pour améliorer eh bien, la vie quotidienne des Bordelaises et des Bordelais, voilà, dans l'air, dans la respiration, dans la circulation, enfin... Ouais, bien sûr, on pense effectivement à la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est essentiellement le transport, mais c'est aussi l'agriculture chimique. Donc en fait, on a deux réponses là-dessus. C'est la question de la gratuité des transports et le développement du transport public, et en même temps de redévelopper le train, qui est le mode de transport le moins polluant. Donc, mais ça, c'est forcément des mesures radicales et rapides. Donc c'est pour ça qu'on parle de gratuité de transport, et c'est pour ça qu'on parle de service public, parce qu'il n'y a que le service public qui peut justement avoir cette préoccupation de l'intérêt général. Ça peut pas être du privé. Donc c'est forcément des décisions comme ça qui peuvent déjà avancer rapidement. Évidemment, la question du transport, ça englobe la question du vélo, la question des mobilités. Donc tout ça, ok, on discute. Et à côté de ça, c'est l'agriculture. C'est pour ça que nous, on est pour un arrêté anti-pesticides et poser le problème qu'à un moment donné, il faut protéger les populations, et donc il faut arriver à arrêter tout ce qui est polluant du côté de l'industrie agrochimique. C'est pas trop du ressort de la mairie, ça, hein? Si, quand même. Si, des arrêtés. Alors après, évidemment, on l'a bien vu, il y a des arrêtés anti-pesticides qui ont été pris par des communes, et des fois, et parfois pas toujours, ça a été contrecarré par des préfectures, évidemment, qui ont dit non, c'est pas légal, machin. Mais c'est un combat politique. Et il y a des endroits où c'est passé. Et puis l'autre volet, c'est la question de ce qu'on appelle la bétonisation des surfaces. C'est qu'on voit qu'il y a une boulimie, tout est construit, il n'y a plus d'espace, quasiment pas d'espace vert. Donc du coup, nous, on est pour évidemment des espaces verts. On est même pour des jardins ouvriers, enfin des espaces où la population, elle pourrait avoir son petit jardin, enfin cultiver tout ça. Mais sauf que ça veut dire que si on prend cet espace pour la population, pour aérer, ça veut dire qu'on le prend à d'autres et qui spéculent là-dessus. On parle aux spéculateurs immobiliers, aux banques, aux entreprises de construction, de bâtiments et tout ça. Donc du coup, il y a une confrontation. Et une politique écologique, on se rend bien compte que ça ne sera pas juste, tiens, ça serait sympa si on mettait des arbres, si on mettait un peu plus de kilomètres de pistes cyclables. Non, ça sera aussi une bataille politique à mener pour faire respecter, et là, de ce point de vue-là, respecter la santé des populations, le bien-être des populations. J'ai entendu ce discours. Les mairies, elles ont une prérogative, elles ont un rôle, elles ont une responsabilité. Donc du coup, et c'est pour ça que ça veut dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, on stoppe la spéculation immobilière, qu'on stoppe les constructions et qu'on arrive à imposer justement une politique qui réponde à ces besoins-là, donc les besoins sociaux et les besoins écologiques. D'accord. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous. On se donne rendez-vous le 28. Le 28. On va suivre ça de très près. Dans les prochaines émissions, eh bien, nous recevrons Thomas Cazenave qui nous parlera justement de son alliance avec la liste de Nicolas Florian. On n'a pas parlé, qu'est-ce que vous en pensez au fait ? De quoi, de leur alliance? Ça, c'est bien. Deux droites, c'était en trop, donc il en fallait qu'une. Et là, ils se sont mariés. Et c'est très bien comme ça. Ça éclaircit le paysage. Ça éclaircit le paysage. Et vendredi, ce sera Pierre Urmic, donc candidat Écologie Les Verts. Voilà, mais on vous remercie vraiment de nous suivre. Et à bientôt sur Bordeaux TV. Bye bye à tous.